ABD Podcast, toute l'information vulgarisée sur les sciences du sport appliquées au terrain. Préparation physique, réathlétisation, réhabilitation fonctionnelle, prévention, récupération, vous apprendrez tout des meilleurs experts de la planète prépa physique. Bonjour à tous, Aurélien Broussal-Derval pour un nouvel épisode ABD Podcast et je reçois Thibaut Soubeyrat. Thibaut, merci d'être là. Merci à toi de m'avoir invité aujourd'hui, c'est un véritable honneur après toutes les personnalités que tu as pu recevoir dans ton show. Je suis ravi d'être à tes côtés aujourd'hui en tout cas. Eh bien écoute, je suis bien content que tu viennes parce qu'on va parler d'un thème qui est particulièrement important dans notre profession, dans nos professions, et qui n'est pas forcément assez abordé, c'est la préparation physique des enfants. Alors pourquoi on va en parler avec Thibaut aujourd'hui? C'est parce que Thibaut il est entraîneur de gym et préparateur physique de gym. Et donc non seulement la gym ça nous intéresse et on l'utilise et elle influence la préparation physique depuis toujours. On parle beaucoup de l'athlétisme, énormément de l'haltérophilie et de la musculation. Et c'est vrai que la gym, on en parle un petit peu moins alors que ça influence énormément. Alors on le voit encore plus avec le crossfit récemment. Et en l'occurrence, pour le thème qui nous intéresse, du coup, en termes de sport à maturité précoce et à explosion précoce, il n'y a pas mieux, quoi. Exactement. Donc c'est vrai que voilà, c'est un petit peu ma particularité du coup d'encadrer sur de jeunes, très jeunes athlètes même, puisque j'encadre des athlètes qui vont de 6 ans à 17, 18 ans. Donc c'est ce qui fait un petit peu la particularité de l'entraîneur de gym, c'est qu'on est en même temps entraîneur, mais préparateur physique. Il y a finalement peu de préparateurs physiques qui interviennent dans le milieu de la gym, voilà, des préparateurs physiques extérieurs qui interviennent dans le milieu de la gym. Alors après, à très haut niveau, on fait appel à des préparateurs physiques vraiment spécifiques lorsqu'on veut développer des qualités très pointues. Donc là, on va faire appel à des préparateurs physiques qui ont vraiment une spécificité, mais de manière globale, même jusqu'à haut niveau, hors pratique vraiment de force spécifique, l'entraîneur est préparateur physique, donc c'est un petit peu ce qui fait la spécificité de l'entraîneur en gymnastique. Bon, en réalité, on se rend compte que même si le métier s'est énormément développé, malgré tout, dans beaucoup de sports, c'est encore le cas par la force des choses. Hein. On le voit en athlé aussi, ça, on le voit en haltéro, on le voit en judo. L'entraîneur souvent est multicasquette, c'est un problème culturel autant qu'économique probablement. Aussi, oui. Mais effectivement, comme tu le dis, quand plus la discipline se suffit à elle-même en termes de contenu de préparation physique, et plus ça a de sens finalement, c'est peut-être pertinent quelque part. Exactement. Alors après, c'est ce qui est intéressant, moi là où je trouve un réel intérêt dans mon métier au quotidien, c'est que finalement, on gère un petit peu toutes les facettes de l'entraînement. Donc ça simplifie les choses aussi d'un côté, et en même temps, sur une autre facette, ça les complexifie parce que ça demande finalement beaucoup plus de travail. Mais en même temps, on gère finalement toutes les étapes. Donc, il n'y a pas finalement trop de complexité à gérer le préparateur physique d'un côté, l'entraîneur de l'autre, ou des fois, les visions peuvent être un tout petit peu divergentes, même si la finalité est la même. Et il peut y avoir des divergences dans les pratiques. Donc là, c'est vrai que ça peut être intéressant, sachant que ça peut aussi être une contrainte parce que dans certains cas, on se retrouve avec une charge de travail qui est très importante. Et des fois, d'arriver à tout gérer, ce n'est pas forcément toujours très évident. D'un côté, on maîtrise la charge. Exactement. De l'athlète. Oui. Et par contre, sa propre charge devient plus importante. C'est exactement ça. C'est intéressant. Alors, allons-y sur les jeunes, alors sur les enfants. Du coup, une problématique très particulière qui touche beaucoup de gens qui nous regardent, puisque énormément sont coachs en club. Exactement. Sont préparateurs physiques, non pas de l'élite, mais de la future élite peut-être. Exactement. Et donc avec des problématiques de sport loisir d'abord, de sport éducatif aussi, et puis même maintenant de plus en plus de sport santé. Donc avec quand même malgré tout la finalité pour certains clubs formateurs de développement et de détection du futur haut niveau. Donc tout ça impacte sur les choix méthodologiques, sur le répertoire gestuel, sur l'orientation qu'on va donner à la préparation physique et puis les objectifs qu'on va poursuivre avec, j'imagine. Exactement. Alors après, comme je le disais tout à l'heure, c'est intéressant parce qu'on gère tout le panel et en même temps, il y a une grande complexité parce qu'il faut arriver à prioriser les choses.
Ce qui fait la complexité aujourd'hui de l'entraîneur et du préparateur physique que je peux être au quotidien, c'est la notion de priorité. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire, à quel moment, à quel instant, quelle logique on va mettre en place. Donc c'est aussi ce qui est intéressant parce qu'on va gérer la carrière d'un athlète, d'un gymnaste ou d'un athlète de manière plus globale. Il va falloir qu'on gère les différentes étapes en fait qui vont nous mener par la suite à la performance ou simplement à la pratique compétitive. Alors moi après je suis dans une petite structure, je ne suis pas dans une structure de haut niveau, donc je n'ai pas vocation à former des gymnastes de haut niveau. Par contre j'ai pour vocation de former des gymnastes qui peut-être par la suite auront la chance de pouvoir rentrer dans une structure de haut niveau. Je ne me l'interdis pas, hein, forcément. Mais c'est pas la fin en soi de ton métier. C'est pas la finalité de mon métier au quotidien. Sinon, il faudrait que j'aille encadrer dans une structure de niveau. Très sincèrement, j'en ai pas forcément le désir pour le moment parce que je prends énormément de plaisir à être dans une petite structure et à faire évoluer finalement, où j'ai un peu carte blanche et ça me permet aussi de progresser en tant qu'entraîneur parce que finalement, quand on est tout en bas, il faut construire, donc c'est super intéressant. Ça permet de mettre ses process, de mettre des protocoles en place, essayer, louper, voilà, ça fait aussi partie du métier. Et ça permet justement de se construire une identité. Après, il ne faut pas oublier qu'à un moment donné, l'identité et comment dirais-je, le sérieux de son travail, comment dirais-je, il passe forcément par le résultat à un moment donné. Donc, il faut quand même arriver à trouver une organisation, arriver à trouver des process et des protocoles d'entraînement qui vont nous mener quand même vers un résultat final. Mais c'est ce qui nous intéresse. Ce qui intéresse les gens qui nous écoutent, c'est évidemment la vraie vie. Ouais, la vraie vie, ce n'est pas les 200 athlètes de haut niveau, de très haut niveau, de moins de 18 ans qu'on compte dans le sport olympique. Ce qui nous intéresse, c'est toute la masse, toute la base de pratiquants. Et c'est à ça que vous êtes confrontés au quotidien pour l'immense majorité d'entre vous. Donc la question, c'est justement, comment on priorise? Je suis dans mon club, j'ai tous mes enfants qui viennent, je ne sais pas, peut-être 2 fois par semaine, 3 fois dans le meilleur des cas. C'est ça leur réalité. La préparation physique, ça prend quelle forme et quelles sont, comme tu le disais, les priorités alors? Alors, du coup, moi j'ai la particularité en plus d'être dans un sport, la gymnastique, qui demande un volume d'heures extrêmement important lorsqu'on commence à pratiquer et qu'on veut faire la compétition. C'est qu'on part d'un vrai volume. Exactement. Et du coup, on peut vraiment se rendre compte de ce qu'on peut faire chez les enfants. Exactement, il y a une grosse charge de travail. Après, le volume, il faut être aussi en mesure de le gérer parce que ça reste des enfants. Comme je le disais tout à l'heure, pour la plupart, il y en a qui sont très très jeunes. Ouais. Quand on prend un enfant, alors c'est souvent des jeunes filles qui commencent très très tôt, qu'on les récupère à 6 ans, qu'il y a la scolarité à mener, il y a la gym. Moi j'entraîne des petites qui ont 7-8 ans et qui sont déjà à 3 voire 4 entraînements par semaine. Donc c'est des séances de 2 heures. J'essaye de ne pas aller plus loin parce qu'après on sait qu'il y a un niveau d'attention qui est un petit peu moindre. C'est des problèmes au-delà physique, c'est cognitif. Exactement. Et du coup, c'est vrai qu'on perd un petit peu l'attention et après, c'est plus forcément efficient. Donc, à quoi bon rester 3 heures dans le gymnase si finalement c'est pour avoir 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures grand maximum de travail effectif. Donc, c'est ça aussi qu'il faut arriver à gérer. Il faut arriver à gérer les différentes fatigues qui s'accumulent entre la scolarité. Certains ou certaines se lèvent très tôt le matin. On va chez la nourrice, on passe la journée à l'école, le soir on va à l'entraînement, on rentre, il faut faire les devoirs et le lendemain on rattaque. Donc c'est ce qu'il faut arriver à gérer et c'est ce qui fait un petit peu la complexité et je pense que la plupart des gens qui nous écoutent sur ce podcast, la plupart sont confrontés à ça. Tu as pu recevoir beaucoup d'intervenants qui travaillent dans le haut niveau, donc qui bénéficient finalement de conditions qui sont idéales, essentielles à la pratique de la performance. Moi, c'est un petit peu différent. Donc, il faut arriver à jouer sur d'autres paramètres, d'autres facteurs en fait, qui vont nous permettre d'aller vers la performance, d'aller vers la compétition. Et voilà. Donc, si je te suis, la première chose qui ressort, c'est le monitoring de la charge. C'est-à-dire que tout de suite, c'est des charges en fait. Charges, psychologiques, physiques. Puis scolaires, familiales. Sportives, culturelles, parce qu'en général, c'est des gosses qui font aussi de la musique, qui font aussi… Ouais, très souvent, c'est un petit peu la problématique qu'on rencontre. Donc, en plus, il y a une espèce de concurrence entre les disciplines.
Ce monitoring de charge, c'est vrai qu'on en parle très très peu chez les enfants. Moi j'ai des enfants, et c'est vrai qu'ils sont particulièrement actifs et particulièrement engagés. C'est vrai que c'est difficile à évaluer aussi. C'est dur à évaluer. On se rappelle que la physiologie de l'enfant, c'est aussi une meilleure capacité à récupérer. Hein. Exactement. Ils ont plus d'enzymes oxydatives, en tout cas elles sont particulièrement efficaces. À l'inverse, le système glycolytique est un petit peu moins performant et plus ils sont jeunes et moins il est actif. Et donc fatalement, ça fait des intensités moyennes hautes, mais pas surmaximales. Exactement. Qui sont capables par contre de réitérer dans la séance, dans la journée et dans la semaine. Et même sur le cours d'une semaine. Mieux que des adultes. En revanche, effectivement, comme tu le disais, si j'essaie de synthétiser un petit peu, effectivement peut-être des séances plus courtes. Sortir de la culture du volume. Hein. On sait qu'il y a des disciplines où ils sont particulièrement spécialistes, la gym. C'est ça, la natation, ce genre de discipline, voilà, où il y a un gros volume. Après, on a souvent en tête aussi la gym, les premières images qu'on a en tête, c'est la culture chinoise, la culture asiatique, où il y a un très gros volume avec des très grosses intensités, etc. On n'est plus du tout là-dedans. Même en Chine, c'est des modèles qui ont évolué. En Russie, pareil, tous les pays de l'Est qui avaient une culture du travail très intense, un volume énorme. On s'est rendu compte maintenant aussi avec l'évolution au niveau scientifique, les évolutions au niveau scientifique, on s'est rendu compte que finalement, c'est pas plus on en faisait, mieux c'est. On arrive à mieux gérer, à mieux quantifier les charges de travail. Sachant que c'est quand même pas évident, parce qu'il y a des enfants avec qui on peut arriver à interpréter assez facilement les niveaux de fatigue, et d'autres qui, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, sont un petit peu plus durs au mal. Et là, ça va être un petit peu plus compliqué à gérer. Donc, il faut avoir avant tout, je pense que la qualité qu'il faut avoir avant tout quand on travaille avec des enfants, c'est la capacité à aller chercher au-delà de l'aspect sportif, au-delà de l'aspect psychologique, mais bien connaître les athlètes qu'on a en face de nous, bien connaître l'humain et connaître aussi un petit peu le contexte familial. C'est aussi très important parce que ça permet aussi d'avoir un retour, d'avoir un feedback au niveau des parents, parce qu'un enfant, c'est très compliqué d'avoir un feedback. Autant quand on travaille avec des athlètes adolescents, déjà, c'est un petit peu plus simple. Quand on travaille avec des adultes, avoir un feedback, c'est déjà pas toujours évident. Mais c'est quand même toujours beaucoup plus simple qu'un enfant. Là, il faut vraiment des sources multiples d'infos. Exactement, croiser un petit peu les différents retours. C'est une petite enquête. C'est exactement ça. Et du coup, on pourra imaginer évidemment mettre en place des RPE, des choses comme ça, mais… J'ai essayé de mettre ça un petit peu en place sur les RPE. Alors plus un petit peu sur… je fonctionne un petit peu plus sur le wellness. En me temps, j'ai mis en place un petit fichier. Alors, pour les athlètes qui sont un petit peu plus âgés, à partir de 10 ans, ils sont capables d'estimer un petit peu plus en prenant un petit peu en compte l'humeur du jour, le niveau de fatigue physique avant de commencer la séance, le niveau de sommeil, en essayant de prendre des repères un petit peu. Alors, pas forcément pour interréagir sur l'instant T de la séance, mais par contre, j'ai mis ça en place depuis 2 ou 3 saisons et je me rends compte. J'ai établi des courbes, ça me permet de voir un petit peu les variantes d'intensité, les variantes de fatigue. On sait, maintenant, je suis un peu plus en mesure avec l'expérience d'identifier les périodes un petit peu plus compliquées, les périodes un petit peu plus denses, voilà. Et puis les période où là, au contraire, on va être un petit peu plus sur un pic de forme et où on va pouvoir peut-être pousser un petit peu plus la machine. Mais là, encore une fois, c'est juste une tendance. C'est un outil parmi tant d'autres. J'essaye c'est beaucoup de feeling. C'est un gros travail sur le feeling parce qu'avant tout, c'est comme ça que ça fonctionne. Après, j'avais pour habitude de faire une planification assez rigoureuse et je me rends compte avec l'avancement, avec le temps, que la planification, je me donne vraiment les grandes lignes directrices, des axes. Et après, je me rends compte que pendant la séance, je modifie. Avant, j'étais dans l'aspect vraiment, on a mis la séance en place. Aujourd'hui, c'est telle séance, on va faire telle séance. Et puis, je me suis rendu compte que on fonçait droit dans le mur en fait. Parce qu'en effet, avec le niveau de fatigue, il y a peut-être un jour où l'humeur sera moins bonne, la séance sera moins bonne. Donc, pourquoi se focaliser? Pourquoi essayer de vouloir aller forcément forcer la direction dans laquelle on veut aller, alors qu'à la sortie, c'était peut-être pas forcément, c'était pas forcément la bonne direction, quoi. Après, j'imagine que, moi, j'ai pas travaillé avec des enfants depuis mes jeunes années de coach, où ça fait je sais pas, peut-être une quinzaine d'années que j'ai pas encadré des enfants professionnellement.
Donc je ne suis probablement pas le plus pertinent pour cogiter là-dessus, mais j'ai quand même l'impression que ce que je faisais à l'époque et ce que je ferais maintenant, sur la planification de l'entraînement, puisqu'il en faut une, ce qui prendrait le dessus sont des contenus pédagogiques, sont des contenus de formation et de développement, Exactement, ouais. plutôt que des qualités physiques qui de toute façon sont complètement limitées. On l'a dit, déjà on ne va pas travailler en lactique. Exactement, ouais. En aérobie, on va travailler par la force des choses, principalement dans des intensités plutôt hautes, fractionnées. C'est la nature même de l'enfance. Ce sera compliqué. La souplesse, on va en parler, mais c'est probablement un axe de développement majeur. Ouais. Et souplesse, coordination. Et constant, voilà. Souplesse, coordination ou habileté motrice au sens large. La force, c'est pas le moment. Non, on en parlera un petit peu plus tard, mais voilà, le développement de la force absolue. Donc fatalement, on va peut-être avoir deux lignes de qualité physique centrale dont ça va être vraiment le moment, la vitesse, la souplesse, ok. Et puis après, le reste sont plutôt des lignes pédagogiques, j'imagine. Oui, c'est exactement ça. Alors après, c'est vrai que la pédagogie, c'est assez vaste. C'est vrai qu'on entend souvent parler de la pédagogie. Finalement, qu'est-ce que vraiment la pédagogie? Moi, j'ai pour habitude de dire que la pédagogie, finalement, c'est un ensemble de méthodologies qui mènent à un apprentissage. Donc, la pédagogie, ça va comprendre plusieurs axes. Ça va être comprendre des axes tant sur le plan physique, sur le plan psychologique, sur les différentes facettes des aspects mentaux, parce qu'on cherche aussi à développer les qualités physiques d'un athlète. Mais surtout et avant tout, je pense que alors en tout cas dans le milieu qui est le mien, dans la gymnastique, la qualité principale, ça va être le mental. Parce qu'on est dans un sport qui est tellement difficile, non pas que les autres ne le sont pas, mais on est dans un sport qui est extrêmement fastidieux, qui demande énormément de volume horaire. On est tout seul face à soi-même. Sur les sports on est déjà sur quelque chose de différent. Sur les sports d'opposition, là encore une fois, il y a pas cette dimension ludique instantanée qu'il y a dans certains sports. C'est exactement ça. Et puis, il y a cet aspect rigueur qu'impose la gymnastique, tant sur les qualités physiques, mais aussi sur les qualités artistiques, où il faut produire quelque chose d'artistique, quelque chose de joli, quelque chose d'efficace. Et c'est ce qui est un petit peu compliqué. Alors surtout, j'ai tendance à dire que dans le monde dans lequel on vit, ça a tendance à aller un petit peu où on laisse de plus en plus de liberté aux enfants, de plus en plus la place pour s'exprimer. Et finalement, on arrive dans la gym, on est dans un milieu qui est fermé, où la notion d'expression reste quand même, hormis l'aspect artistique, reste quand même assez fermée. Et c'est ce qui est un petit peu compliqué. Et c'est ce que j'essaye de faire justement avec les jeunes athlètes, de forger un petit peu un caractère un petit peu plus guerrier, un petit peu plus, comment dirais-je, combattant, parce que c'est ce que la gym demande. L'exigence de la gym passe aussi par là. Et justement, sur les premières années de pratique, c'est ce qu'on va essayer de développer, la force de résilience face à l'effort. L'aspect combattant, c'est intéressant. C'est ce qui pousse Fred Aubert, qu'on a reçu dans ce podcast il y a quelques semaines, un des papas de la prépa physique, a parlé de préparateur athlétique. Athlétique étant pris non pas dans le sens athlétisme, l'activité, mais au sens le rapport au combat, la combativité. C'est exactement ça. Ouais. Donc effectivement, inculquer ce goût de l'effort, cette valeur ajoutée du goût de l'entraînement à nos jeunes athlètes, c'est, je pense, quelque chose qui va nous permettre derrière de capitaliser quand il s'agira de changer de braquet, quoi. Après, voilà, c'est surtout que ça permettra par la suite une meilleure tolérance de l'effort, une meilleure capacité à passer les moments parfois un peu difficiles, parce qu'il faut bien se mettre à l'esprit que y a des moments difficiles, on en croise beaucoup en gym. On a souvent pour habitude de dire qu'il y a plus de jours de mauvais temps que des jours de beau temps. La gym, c'est finalement 90% du temps d'échec pour finalement 10% du temps où on réussit. Donc c'est quand même pas valorisant. C'est pas très valorisant, c'est pas chose facile. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on essaye beaucoup de valoriser. Moi, je sais que personnellement, j'ai beaucoup changé. Avant, j'étais assez dur dans ma manière d'entraîner, tout simplement parce que notre sport est dur, parce que les conditions d'entraînement sont dures. Et à un moment donné, on en oubliait un petit peu cet aspect valorisation. Et c'est vrai que depuis maintenant 3-4 ans, j'essaye d'apporter un petit peu plus de valeur à ça. Parce que les enfants sont tellement en compétition aujourd'hui de partout, en compétition à l'école, comme tu le disais tout à l'heure. En plus de ça, si on fait un petit peu de musique à côté, si on fait un petit peu… Voilà, les enfants sont en compétition de partout.
Donc aujourd'hui, c'est arriver à dédramatiser cet aspect compétitif et leur faire prendre conscience qu'à un moment donné, on n'est pas en compétition avec les autres, on est avant tout en compétition avec soi-même. Et c'est ce que j'essaye de développer. Alors après, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Je peux pas vraiment, mais c'est un choix. En tout cas, c'est une ligne directrice que j'essaye d'appliquer depuis maintenant 3-4 ans. Ok. Alors du coup, parlons un petit peu des qualités physiques qu'on va développer, puisque on a balayé tout un tas d'approches globales. Maintenant, de manière un peu plus spécifique, la place de la souplesse pour toi, ça intervient quand, comment? On sait que c'est une qualité centrale en gym. Exactement. Je promeus de plus en plus, et depuis toujours, la souplesse comme une qualité centrale dans tous les sports, qui vient nourrir la mobilité du sportif. Et donc, et qui fait débat en plus. Qui fait débat. Qui fait énormément débat. Ouais. Plus elle est entraînée tôt, ce qui est sûr, c'est que plus elle est performante par la suite et pertinente. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, moi, je suis très partagé sur la souplesse. Je ne suis pas du tout issu d'un cursus, pour le coup, un cursus universitaire. Je suis quelqu'un qui a appris beaucoup par le terrain. Okay. Du coup, j'ai un recul beaucoup plus, entre guillemets, terre à terre. J'ai lu beaucoup d'études sur la souplesse, etc. Plein de spécialistes ont mené des études et finalement, tout le monde n'est pas forcément d'accord et en même temps, tout le monde se rejoint aussi un petit peu. Moi, j'ai pour habitude de dire quand même que les qualités de souplesse, quel que soit l'âge à laquelle on va pouvoir commencer la souplesse, je pense que c'est l'une des qualités les plus faciles à entraîner. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'il n'y a pas d'intervention finalement sur la fibre. On sait que la fibre musculaire, pour la développer, ça va dépendre de multiples facteurs et de multiples paramètres. On sait pourquoi les Jamaïcains sont plus performants dans le sprint. Parce que des études ont montré que la fibre dont disposaient les Jamaïcains était peut-être un petit peu plus à même d'amener à la performance en sprint. Pourquoi les Éthiopiens seront peut-être plus sur du long? Parce que leur fibre est peut-être plus adaptée sur du long. La souplesse, ça va être un petit peu différent parce que je pense que peu importe les qualités musculaires, c'est une qualité qui sera facile à entraîner. Si on arrive à s'astreindre finalement tous les jours, à mettre un rythme d'étirement, alors que ce soit de la souplesse après passive, de la souplesse active. Là encore une fois, ça a un rôle bien particulier. Moi, je fais très peu de souplesse passive avec les gymnastes que j'entraîne, tout simplement parce que ça n'a pas un intérêt fort, si ce n'est créer un petit peu de relâchement en fin de séance. Mais on travaille beaucoup sur de la souplesse active. Alors après, on essaye d'utiliser différents moyens, différentes méthodologies. Je travaille beaucoup sur du contracté relâché parce que j'estime que c'est pour le moment la méthodologie, notamment chez les jeunes, qui semble la plus efficace et la plus pertinente pour développer cette qualité. Après, beaucoup de travail balistique, parce qu'en gymnastique, on a beaucoup de travail en balistique, notamment chez les jeunes filles sur le travail de saut, sur les sauts artistiques, etc. Donc beaucoup de travail en balistique. Et puis finalement, très peu de travail avec des charges, parce que je sais que pendant longtemps, les gens ont eu cette idée, encore une fois, des reportages qu'on a pu voir à la télé, des Chinois, on les met en grand écart, hop, on appuie très fort sur les jambes. Non, en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait... Moi, j'ai été à cette école-là, où on met une contrainte forte pour créer un assouplissement. Et à l'âge de 16 ans, je suis arrivé sur Lyon, j'ai changé complètement de méthodologie. J'ai eu un autre entraîneur qui m'a fait comprendre que la souplesse, elle était avant tout par un niveau de contraction pour aller chercher une amplitude musculaire, pour aller chercher une amplitude de souplesse. Et à partir de ce jour-là, j'ai compris que la souplesse était différente de la perception que je pouvais en avoir. Donc après, c'est vrai que c'est pas forcément quelque chose de très agréable parce qu'il y a quand même une notion de douleur qui n'est pas forcément très agréable. Donc ça, avec les enfants, il faut arriver à le gérer. Il faut arriver à gérer justement cette notion de relâchement, cette notion de gain finalement par lui-même sans qu'on soit obligé de mettre une contrainte sur lui. Donc voilà un petit peu les différents prismes de la souplesse. Ah, c'est hyper intéressant parce que bon, c'est un thème que je maîtrise assez bien et que j'ai développé d'ailleurs dans un webinaire assez récemment. Il y a 3h30 de revue de littérature, de points méthodologiques et de choix de terrain à la fin, parce qu'effectivement, je suis d'accord avec toi. À un moment donné, il faut arrêter de se faire aussi dicter nos comportements par des études qui sont faites sur
des populations discutables, culturellement ou au niveau d'entraînement ou au niveau des protocoles, etc. Puis dans des contextes Qui sont extrêmement particuliers. Ce qu'on sait, c'est que le terrain nous apprend quand même qu'on peut effectivement faire de l'étirement passif extrêmement intense, extrêmement constant et quotidien. Et pour autant, le gain sera pas forcément travailler sur des gains qui ne sont pas forcément intéressants. On se rend compte sur le terrain que le contracté relâché est effectivement beaucoup plus efficace. Et quand on fait un peu le tri dans la littérature, on arrive à corroborer ça quand même avec un certain nombre de papiers. On se rend compte qu'il y a l'inverse qui est prouvé aussi, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vous démontrent qu'en s'étirant en passif complet tout le temps, on fait quand même un sport d'explosivité qui est la gym. Exactement. Voilà, comme tu dis, les Chinois, les Russes ont démontré ça pendant des années. Aujourd'hui, ça évolue. On se rend compte quand même qu'effectivement, on arrive assez vite à des paliers et que très vite, il faut aller sur des étirements plus contrôlés, plus dynamiques, que l'étirement, finalement, il est plus rattaché à la force qu'on ne l'imagine. Oui, c'est exactement ça. C'est ce qu'on a souvent tendance à occulter, finalement, et que moi, je me suis rendu compte, en fait, en arrivant à Lyon, justement, cette notion de créer une action musculaire pour aller gagner une amplitude. Et c'est vrai que c'est aujourd'hui, depuis peu de temps, là, j'interviens un petit peu dans le milieu du CrossFit. Et j'essaye, en fait, des gens qui peuvent me contacter sur des problématiques de souplesse, de mobilité, j'essaye de leur faire comprendre que l'intérêt dans le CrossFit est peut-être plus d'aller chercher un niveau de mobilité, c'est-à-dire un niveau de force dans des amplitudes importantes, que finalement un niveau de souplesse. Parce que ce niveau de souplesse sera finalement peut-être un petit peu plus délétère aux crossfitters, même si il y a un moment donné, pour certains skills, on va être obligé d'aller chercher un niveau de souplesse. Mais on est plus dans la mobilité. Alors que sur la gym, on a vraiment, notamment par rapport aux notions artistiques, il y a vraiment une notion de souplesse au sens strict du terme. C'est un facteur de performance. Exactement, c'est un facteur de performance. Pour résumer un petit peu ce qu'on se dit à ce stade de la discussion, si vous suivez Thibaut, la souplesse, elle intervient dès le départ. En fait, il n'y a pas de limite là-dessus. On peut travailler avec des enfants, évidemment, en souplesse. Il n'y a aucun débat à avoir là-dessus. Il ne faut pas perdre de vue que ça reste quelque chose d'abord de qualitatif et de sécuritaire. Exactement. Que ça rentre dans un protocole éducatif au long terme du jeune pratiquant. Que effectivement les techniques balistiques et dynamiques de contracté relâché vont être plus efficaces. Et in fine, la question qu'il faut vraiment se poser, c'est souple jusqu'à où ? C'est exactement ça. Voilà ce que tu disais sur le CrossFit, effectivement, si on prend, puisqu'ils ça y est, ils développent, ils font des CrossFit Kids, etc. Exactement. Bon, à quel point j'ai besoin d'être souple pour être suffisamment mobile pour pratiquer en toute sécurité ma discipline ? À quel point j'ai besoin d'être souple pour être un sportif qui va évoluer d'une discipline à l'autre ? Parce que, encore une fois, probablement que la spécialisation tardive est souhaitable, on s'en rend de plus en plus compte. Toutes les études de Feigenbaum, par exemple, vont dans ce sens-là, disent les gars, vous précipitez pas à hyper spécialiser les jeunes, laissez-leur le choix de se driver à un moment donné. Et donc la question, c'est jusqu'à quel point je vais devoir être souple et mobile pour être transféré d'un sport à l'autre et être un athlète finalement complet, polyvalent, avec une vraie culture physique, une vraie culture sportive. C'est ça. Il en est de même avec la force. Quelle est ton approche de la force chez les enfants ? Alors la force, c'est quelque chose de beaucoup plus sensible. Beaucoup plus sensible, notamment par rapport aux différents pics hormonaux, pics staturaux aussi, sur du pré, sur du in et post-puberté. Là, ce qui va faire un petit peu la différence, alors la particularité aussi que j'ai, c'est d'entraîner et des filles et des garçons. Et là, on va avoir une véritable différence. Autant sur les qualités de souplesse, c'est des qualités qu'on va entraîner en même temps finalement. Ouais, c'est aussi pour ça que tu disais que c'était assez facile à entraîner. Voilà, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est facile à planifier. On met tout le monde dans le même panier. Il n'y a pas de grosse différence. Ouais. Les qualités finalement sont les mêmes. On recherche les mêmes qualités globalement de souplesse. Même si chez les filles, on va avoir besoin de qualité au niveau de la souplesse, surtout sur les membres inférieurs, peut-être un petit peu plus important que les garçons. Une souplesse aussi sur toute la charnière vertébrale qui va être aussi un petit peu plus importante. Mais sur les qualités de force, là, on est sur un tout autre registre.
sachant que chez les filles, on va être éminemment sur les membres inférieurs, alors que chez les garçons, on va être éminemment sur les membres supérieurs. La particularité qu'on va avoir notamment chez les garçons, c'est que finalement, l'épaule va jouer le rôle de la hanche, le coude va jouer le rôle du genou et la cheville, ça va être le rôle du poignet. Donc c'est cette notion de motricité inversée qui est un petit peu complexe à gérer. Finalement, il va falloir générer une adaptation, notamment de tout ce qui est tissu mou chez les garçons, alors que chez les filles, on reste sur les membres inférieurs. Donc on est plus dans une pratique courante, entre guillemets, si je peux. C'est lié, ce différentiel au bas, c'est lié à la pratique de la gym? Exactement, alors c'est lié à la pratique de la gym, tout simplement par rapport aux agrès qu'on va pouvoir rencontrer. Chez les jeunes filles, on va avoir 3 agrès éminemment postés sur les jambes, donc que ce soit le sol, le saut et la poutre. Et on aura les barres asymétriques qui seront sur les membres supérieurs. Alors que chez les masculins, on va avoir 75 voire 80% du temps où on va être sur les membres supérieurs avec des contraintes mécaniques, des congruences articulaires qui vont être assez importantes, avec des mises en tension dans des angles assez extrêmes, avec tout un travail de courbe, de mise en tension au niveau des hanches, au niveau des différentes ceintures, finalement au niveau de la ceinture autant scapulaire que sur la ceinture pelvienne. On va avoir des mises en tension qui vont être finalement assez extrêmes. Donc il va falloir préparer le corps à mettre finalement toutes les articulations dans des postures qui ne sont pas habituelles, finalement dans des situations qui sont antithériennes, si je puis dire, notamment chez les masculins. Donc c'est ce qui va faire un petit peu la particularité. Donc tu vas travailler la force dans des amplitudes variées. Importantes. Et importantes. Exactement. Et donc du coup, on va utiliser différentes méthodologies de travail. Alors moi, chez les plus jeunes, on va énormément jouer sur l'aspect quantitatif, donc mettre en place des situations qui vont être assez simples à réaliser, mais par contre, où on va jouer plus sur des aspects quantitatifs. Donc si on veut faire une approche, un raccourci, alors prenez pas au mot à mot ce que je vais dire, mais l'idée c'est d'être un petit peu plus dans l'hypertrophie musculaire dans un premier temps chez les jeunes, donc c'est-à-dire partir sur des séries entre 10 15 répétitions, mais sur des situations qui sont de l'endurance de force, des situations qui sont assez faciles à mettre en place. Donc c'est-à-dire qu'on ne va pas avoir des contraintes extrêmement importantes, où l'enfant va pouvoir réaliser le nombre de répétitions voulues sans aller dans des niveaux d'intensité extrêmes, dans des mises en tension extrêmes. Et puis après, plus on va grandir, plus là on va passer sur des séries qui vont être beaucoup plus courtes, mais par contre beaucoup plus intenses. Et puis après, on va jouer sur les différentes méthodologies, différents outils. J'essaye de plus en plus d'intégrer du matériel autre que le matériel gymnique, aussi pour briser un petit peu cette monotonie, parce que c'est aussi ce qui fait des Swiss balls, Swiss balls, énormément d'élastiques. J'utilise aussi beaucoup le TRX, qui a fait l'objet d'ailleurs d'un de vos podcasts il y a peu de temps. Aussi un webinaire sur le Swiss ball sujet, exactement. Qui est intéressant aussi. Oui, tout à fait. C'est un bel outil, c'est vrai, pour les enfants. Exactement. Après, j'essaye d'incorporer depuis peu de temps le travail aussi avec les kettles, qui est aussi intéressant. C'est vrai que pour eux, ça les change. Ça change un petit peu, ça sort un petit peu du registre gymnique. Et pour moi, je trouve ça intéressant parce que j'estime que ça apporte aussi d'autres facultés motrices. On en parlait tout à l'heure, notamment par rapport au développement des facultés motrices. Ça développe leur culture physique. Exactement. La mission, c'est ça aussi. C'est aussi ça. Dire, peut-être que d'abord, quoi qu'il arrive, même s'ils restent en gym, ils auront besoin de cette culture motrice variée. Mais au-delà de ça, ils vont peut-être pas rester en gym. Peut-être qu'ils vont basculer sur complètement autre chose et que tout ce que son professeur lui aura appris à un moment donné, l'enfant, il va le garder avec lui. Et il pourra le transférer. C'est aussi le but, et tu en parlais tout à l'heure et je trouvais ça super intéressant, et c'est ce que j'essaye de toujours garder dans un coin de ma tête, c'est de dire on va essayer de développer un grand nombre de qualités pour ensuite pouvoir les mettre au service de la discipline. C'était un propos que pouvait avoir Rodolphe Boucher, qui est entraîneur sur le pôle France d'Antibes. Et j'aimais bien ça. Préparateur physique aussi. Et qui est aussi préparateur physique. Particulièrement pointu sur. Exactement, qui intervient aussi souvent à l'INSEP, etc. Et qui a souvent pour habitude de dire l'idée de la formation chez le jeune gymnaste, c'est de construire les différentes pièces du moteur pour les assembler et arriver à l'âge de la maturité, alors chez les garçons à 20-21 ans, assembler les différentes pièces du moteur et faire tourner le moteur à plein régime. Donc je trouve que cette image est
et finalement résume parfaitement le métier qui est le nôtre. Et en même temps, il y a cette notion, je vais aussi reprendre un de ses propos, qui disait être en même temps entraîneur cigale et entraîneur fourmi, c'est-à-dire la notion d'impératif, de répondre à un contenu compétitif assez jeune, avec cette notion de sport à maturité précoce, et en même temps s'installer dans quelque chose de plus durable, s'installer dans la durée, et justement avoir cette vision du jour où le moteur tournera à plein régime. Donc c'est aussi ce qui fait la complexité de la force, c'est d'arriver à planifier finalement la progression dans le temps. Et ça, c'est extrêmement difficile parce que on se retrouve finalement avec des enfants qui n'ont pas du tout les mêmes qualités. On a des enfants qui ont des qualités explosives naturelles, d'autres qui vont avoir des qualités de force max qui vont être très importantes, par contre des qualités de vitesse qui vont être déplorables. Donc il va falloir arriver à jouer avec ces différents paramètres. Et toi, donc, tu serais dans une approche de normalisation du truc, quoi, exactement, essayer de les doter, de compenser un petit peu leurs points faibles, en se disant que de toute façon, leurs points forts vont se développer. Par la suite. Alors après, je suis partagé entre cette notion-là et cette notion de dire en même temps, pourquoi on ne se baserait pas aussi finalement sur ces qualités qui sont fortes et finalement jouer peut-être et renforcer peut-être encore plus ces qualités naturelles finalement. Et puis adapter finalement par la suite le contenu technique en fonction des qualités qui vont être… Bon, c'est sans doute un choix à faire au cas par cas. Ouais, c'est vraiment du cas par cas. En maîtrisant bien, encore une fois, en menant cette enquête auprès de l'enfant, auprès des parents, en essayant de bien comprendre quel est ce petit individu qu'on a dans les mains. C'est ça, et puis après, prendre en compte, et c'est aussi ce qui fait la particularité, je me suis rendu compte de ça, surtout en allant encadrer dans d'autres disciplines, alors un petit peu plus chez des adultes cette fois, c'est qu'on a un niveau d'analyse et d'exigence dans notre discipline qui est la gymnastique, qui est extrême. Donc c'est-à-dire quand on va aller dans d'autres disciplines, même des fois j'ai été assez étonné, assez choqué du faible niveau d'analyse, ou pourtant dans des sports dans lesquels je n'avais aucune connaissance, mais il y avait certaines choses qui me sautaient aux yeux parce qu'on a justement cette vision très globale de l'entraînement en étant préparateur physique, en même temps en étant entraîneur, et où finalement je trouve qu'il y a un manque d'analyse de la discipline. De réflexion sur ces manque de réflexion, ouais. Exactement, et en allant justement dans d'autres disciplines, on se force en fait finalement à aller chercher vraiment quelles sont les qualités nécessaires, quelles sont les ressources dont va avoir besoin l'athlète pour performer. C'est important de prenez le temps de réfléchir, de modéliser vos propres disciplines, et ce presque poste par poste quand on est en sport co, catégorie par catégorie quand on est en sport à catégorie de poids, agrès par agrès quand on est en gym. Pensez prenez le temps de penser justement, prenez le temps de réfléchir, prenez le temps de modéliser, d'écrire, de dessiner, de conceptualiser, c'est ce qui va permettre de prendre des bonnes décisions à un moment donné. J'aimerais juste rappeler un truc avant de terminer cet épisode hyper riche, hyper passionnant, je te remercie encore. C'est que il n'y a pas de blocage de croissance quand on travaille la force. C'est important de le préciser. C'est une idée reçue, toutes les études, post-années 80, post-bloc de l'Est, post tout ce qui est contestable au niveau éthique, démontrent qu'il y a tout au plus des retards de croissance qui vont être rattrapés par la suite, mais qu'en règle générale, si on a des petits gyms, c'est parce que la discipline fait qu'on prend des gabarits. Après, moi, pour te rejoindre, je prends mon exemple, je fais 1m82, j'ai un gabarit qui est un petit peu atypique pour un gymnaste, parce que les gymnastes, c'est plutôt aux alentours des 1m65, 1m70, on prend les Asiatiques sont très petits, donc c'est vrai qu'on dit souvent, ouais, mais regarde tous ceux qui réussissent. Bah oui, mais parce que le gabarit est plus adapté, les basketteurs, ils sont grands, le basket ne fait pas grandir. Par contre, à un moment donné, les contraintes de l'activité font que quand on est grand, c'est quand même un petit peu plus facile d'être basketteur. Les contraintes, les choix d'orientation, de détection, c'est sûr que si on détecte que des petits, on n'a que des petits. Si on détecte que des grands, on n'a que des grands. Si on détecte que des noirs, on n'a que des noirs. Si on détecte que des filles, on n'a que des filles. C'est exactement ça. Donc c'est pas la discipline ne change pas le sexe des gens, ne change pas leur couleur, ne change pas leur taille. Mais c'est vrai que tu as raison de l'aborder, parce que moi je me bats. Le nombre de parents qui viennent me voir en me disant mais au niveau de la croissance de mon enfant, comment ça va se passer, et je leur explique ça. Et quand j'entends des fois des médecins
même des pédiatres, qui véhiculent encore ces idées-là. Je trouve ça grave, je trouve ça dramatique justement. Et en plus de ça, surtout les études ont prouvé que c'était au-delà d'un certain volume. Il faut dépasser les 20 heures d'entraînement pour qu'éventuellement il y ait un retard sur la croissance. Ce qu'il faut savoir, c'est que génétiquement, on est programmé pour faire une certaine taille, pour avoir une certaine morphologie. Je ne parle pas de gabarit, je parle vraiment de morphologie. Et voilà, ça c'est. Les méthodes naturelles n'auront pas d'impact. Exactement, les méthodes naturelles n'auront pas d'impact. Encore faut-il avoir un sens de l'éthique sportive et du respect des enfants qu'on peut encadrer. Parce que ça reste des enfants. Écoute, c'est super Thibaut, vraiment merci beaucoup pour ça. Vous pouvez le retrouver, il est très actif sur Instagram, Thibaut Soubara. Thibaut Soubara, voilà. Thibaut Soubara tout simplement, vous avez son orthographe exact dans le générique de ce podcast. Je vous rappelle qu'il y a un webinaire complètement dédié aux jeunes, qui est sorti il y a quelques semaines, que vous pouvez retrouver sur mon site aussi, la préparation physique des jeunes. J'ai sorti un livre aussi qui s'appelle « La préparation physique jeunes joueurs » avec Laurent Delacour qui donne aussi un certain nombre de repères sur toutes les thématiques qu'on a abordées. Vraiment, merci beaucoup, c'était hyper dense, hyper riche, hyper intéressant. Et puis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bah écoute, merci à toi en tout cas, c'était un véritable honneur de passer après tous les grands noms que tu as pu recevoir et petit entraîneur finalement que je suis. C'est un plaisir de t'avoir rencontré, d'avoir partagé ce podcast et puis j'espère qu'on pourra en partager d'autres par la suite. Un grand plaisir. Vous pouvez nous écouter sur toutes les plateformes podcast audio, nous retrouver en vidéo sur YouTube ou directement sur mon site internet. La plupart des épisodes sont enrichis sur mon site internet. Et si vous en voulez plus, le e-campus de transfert propose tout un tas d'épisodes inédits que vous allez retrouver avant tout le monde en vous abonnant sur le e-campus de transfert. À très bientôt. C'était ABD Podcast, votre émission 100% préparation physique et sciences du sport. Abonnez-vous, suivez-nous, partagez-nous. Écoutez-nous sur Google Podcast, iTunes, Deezer, Spotify. Regardez-nous sur YouTube ou directement sur www.broussal-derval.com.